Monsieur Ahmed Kateb, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien pour Bonjour. merci beaucoup. Alors, ma première question concerne les résultats du sommet de Ramstein et des pays alliés de l'Ukraine. Et j'aimerais savoir pourquoi les pays réunis à Ramstein n'ont pas réussi à s'accorder sur la nécessité de livrer des chars lourds à l'Ukraine, en l'occurrence les chars allemands Léopard 2. Oui, pour comprendre justement ce qui s'est passé à Rammstein, il faut peut-être raisonner en postulat d'intérêt. Quel est l'intérêt des Allemands actuellement à livrer des chars de type Léopard 2 à l'Ukraine? À mon sens, aucun. Pourquoi? L'Allemagne déjà a un blocage psychologique et historique, c'est par rapport à la Seconde Guerre mondiale. euh, Pas uniquement vis-à-vis des Russes ou des Ukrainiens, mais également vis-à-vis de ses voisins d'Europe orientale. Il y a un deuxième niveau, c'est celui des intérêts divergents entre les uns et les autres. On sait que les Allemands font dans l'affaire ukrainienne un pas en avant, deux pas en arrière. Ils ont compris qu'ils étaient eux, véritablement visés par cette déconnexion énergétique entre la Russie et l'Allemagne. L'Allemagne a toujours besoin de l'énergie russe et c'est cette jonction énergétique qui a été rompue. Elle a été rompue non pas à travers une dénonciation d'accord, mais surtout, c'était à cause du sabotage du Nord Stream 2. Donc déjà, les Allemands sont dans cette logique. On comprend les Polonais qui veulent ruer dans les brancards et livrer à tout prix les chars achetés auprès de l'Allemagne à leurs voisins ukrainiens, parce qu'il y a déjà une peur historique des Polonais par rapport aux Russes. Et l'histoire est connue. L'autre divergence, c'est par rapport aux autres pays qui avaient acheté les chars allemands, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale et les pays scandinaves, Mhm. la péninsule ibérique, donc Portugal et Espagne, et Grèce, euh, dans le sud de l'Europe. Ces Donc, pays, juste par rapport à ça, je rappelle que oui, les pays européens, beaucoup parmi eux, notamment ceux qui sont au sein de l'OTAN, sont armés en chars allemands Léopard 2, parce qu'il est considéré comme le plus robuste et le plus adapté au terrain européen. c'est l'un des meilleurs chars au monde, oui, mais est-ce qu'il peut, entre guillemets, survivre à l'hiver ukrainien? Ça, c'est une autre question. Euh, on comprend pourquoi les Allemands tergiversent. On comprend également pourquoi les Américains, dans le fond, poussent les Européens, mais se tiennent à carreau. Pour les chars Abrams, c'est une question de coût, de transport, de temps, etc. Ce sont énormément de logiques qui nous permettent d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Rammstein. Mhm. Mais s'il y a un enseignement à tirer, c'est celui de la divergence des intérêts. Il n'y a pas un seul intérêt européen stricto sensu ou un seul intérêt atlantiste bien établi, bien défini. Il y a plusieurs intérêts qui sont changeants et divergents selon les États, selon les pays, ce qui est tout à fait normal en relations internationales. D'accord. Mais maintenant, faisons un peu le scénario du diable et supposons que les Allemands décident, parce que, de livrer au moins les chars anciens, qui ne sont pas le neuf, qui ne sont pas modernisés, c'est des Léopard 2
non modernisés. Est-ce que vous pensez que livrer quelques dizaines de chars, une compagnie de 14 léopards ou deux compagnies de 28 léopards peuvent changer la donne sur le terrain en Ukraine et inverser la situation stratégique sur le terrain? C'est comme qui dirait qu'on pourrait remplir une mer avec un verre d'eau. C'est- Ça règle pas le problème. C'est pas une douzaine, une quinzaine ou une vingtaine de chars qui va changer le rapport stratégique sur le terrain. C'est une question de bon sens. Mhm. Maintenant, on sait que les plus grands supporters et alliés du gouvernement ukrainien poussent justement ce gouvernement à adopter une ligne très dure, malgré les propositions de médiation, de, de tentatives de négociation entre Ukrainiens et Russes. On voit qu'il y a certaines parties, y compris certains voisins de l'Ukraine, qui poussent Kiev à rompre tout dialogue, à ne pas établir de dialogue ou de négociation avec Moscou, parce qu'il y a des buts stratégiques derrière ça. Mhm. Si l'affaire ukrainienne se conclut ou se solde par une sorte d'arrangement à long terme qui prenne en considération les changements sur le terrain, les modifications sur le terrain, ou si il y aurait des négociations où la Russie pourrait également faire des concessions par rapport à ses gains stratégiques actuels, cela n'arrangerait nullement, cela n'arrangerait nullement les intérêts des pays impérialistes, et par là j'entends surtout les pays anglo-saxons, Mhm. États-Unis, Grande-Bretagne en tête. Ce Oui. sont eux qui poussent justement au pourrissement de la situation et poussent les Ukrainiens au combat jusqu'au dernier Ukrainien. Mhm. Il n'y a pas de contingent militaire américain ou britannique, etc., sur le sol. Bien sûr, il y a des forces spéciales, il y a ceux qui entraînent, il y a ceux qui sont chargés de certaines opérations, mais il y a surtout des forces ukrainiennes, il y a également des mercenaires qui sont en train de se battre, mais leurs commanditaires sont à des milliers de kilomètres. Mhm. D'accord. Donc, juste pour rebondir à ce que vous venez de dire justement, et donc il y a les chars, les Léopard 2, mais il y a aussi la France qui est en train de miroiter le fait d'envoyer des chars Leclerc, les Américains qui par-ci oui, par-ci là, parce que le transport, comme vous avez dit, est cher et long, ça n'arrivera pas au bon moment, la logistique, ainsi de suite, concernant les chars Abrams. Alors, il y a certains analystes qui lisent cette réticence et qui lui donnent un sens. Et j'aimerais avoir votre avis sur ça. Donc, la réticence à envoyer ces chars, est-ce que n'indique-t-elle pas une division entre les élites occidentales, politiques et militaires des pays alliés de l'Ukraine et entre les politiques qui foncent la tête baissée la tête dans le guidon dans cette logique guerrière à l'égard de la Russie, les militaires et les services d'enseignement militaire sont plus réalistes et proches de la réalité du terrain. Et là, est-ce que la vérité n'est-elle pas du côté justement de ces derniers qui savent que l'Ukraine pratiquement a déjà perdu la guerre depuis longtemps, puis que notamment après les référendums de rattachement de tout le Donbass à la Russie. Forcément que les questions stratégiques sont entre les mains des militaires et des stratèges et que les services de renseignement occidentaux savent très bien la nature des rapports de force sur le terrain. Mais il y a également des opinions publiques.
C'est pour ça qu'il y a Mhm. des discours à géométrie variable. Mhm. On trouve les politiques en train de mettre la pression et d'haranguer l'opinion publique afin de libérer l'Ukraine, toute l'Ukraine, etc. On connaît le discours par médias mainstream interposés. Il y a également les militaires plus réalistes qui connaissent justement le rapport de force et qui savent forcément que le discours politique peut ne pas être complètement vrai et complètement en adéquation avec la réalité du terrain. C'est pour ça qu'il y a justement ce double discours, l'un adressé à l'opinion publique pour faire bonne figure, pour ne pas paraître comme des élites. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à la Seconde Guerre mondiale munichoise, qui négocie à Munich Oui, euh, le dépassement de la Tchécoslovaquie dans l'affaire des Sudètes. oui. Et il y a de l'autre côté les militaires, les stratèges, ceux qui sont sur le terrain, qui savent ce qui se passe sur le terrain, qui sont plus réalistes, mais qui restent néanmoins muets. D'accord. Et justement, dans cette, disons, schizophrénie dans le sommet des pays occidentaux, est-ce que justement ce bellicisme des élites politiques et au moment où actuellement les opinions publiques sont en colère contre les gouvernants parce que les situations économiques et sociales se dégradent et au moment où ils annoncent encore de l'armement et de l'argent dépensé pour aider l'Ukraine. Comment voyez-vous cette bicéphanie et à votre avis, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, de quel côté va basculer la chose? On voit que les opinions publiques sont à bout par rapport à la crise économique et énergétique en Europe. Oui. On a vu les manifestations en France, il y a des manifestations récurrentes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, etc. Donc il y a des opinions publiques qui sont vraiment mécontentes par rapport à la situation économique, énergétique et en fin de compte politique de leur pays. Tout ça à cause de l'affaire ukrainienne. Euh, pour aller davantage dans l'analyse, cette, ces élites occidentales jouent leur va-tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elles ont conscience que le monde a changé et d'une manière radicale. On est déjà dans un monde de post-guerre froide. On n'est plus dans un monde post-guerre froide, on est dans un monde post-guerre froide. Donc, Mhm. la guerre froide, la page a été tournée. La parenthèse entre la fin de la guerre froide et le 24 février 2022, cette parenthèse également a été fermée. On a basculé dans un monde nouveau où le Sud global a justement pris conscience de la nécessité du non-alignement, de la nécessité de l'indépendance décisionnelle par rapport au centre de décision euh, impérialiste traditionnel, les anciennes puissances coloniales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Donc, on est passé vers un monde nouveau. Ces balbutiements sont toujours en cours. On voit qu'il y a des écoles de pensée en Afrique, des élites qui prennent conscience, encore une fois, à nouveau, de la nécessité de se déconnecter du centre, de se déconnecter de la France-Afrique, de l'Europe, de diversifier les partenariats, de dédollariser leurs échanges et pourquoi pas penser dans un avenir proche à tourner la page également définitivement du franc CFA. Mhm. Il y a justement cette lame de fond qui est très intéressante à observer, qui est très intéressante à étudier, parce qu'elle augure
d'un monde inédit. Les BRICS ont un rôle majeur à jouer et je pense que les différentes demandes d'adhésion à ce groupe, notamment celle de l'Algérie, de l'Argentine, plusieurs pays ont demandé à accéder aux BRICS. Euh, ces accessions permettront justement aux BRICS de élargir, BRICS plus, de s'imposer sur la scène internationale comme une véritable force motrice économique, militaire, technologique et symbolique. D'accord. Et une dernière question, Monsieur Kateb, pour cette première partie de notre entretien. Euh, donc, n'empêche que malgré cette réticence, il y a quand même des armes qui sont livrées. Et il y a aussi, on entend par-ci par-là qu'ils peuvent livrer des missiles patriotes ou des missiles qui pourraient atteindre le sol russe. Et à ça, je rajouterais qu'il y a beaucoup d'experts qui disent que une quantité, soit une bonne quantité des armes qui sont livrées à l'Ukraine, n'arrivent pas justement aux militaires, qu'elles sont détournées vers le marché noir. Et d'ailleurs, il y a des enquêtes actuellement, notamment dans les pays scandinaves, qui ont montré qu'effectivement, il y a beaucoup d'armes qui circulent, alors qu'elles ont été livrées à l'Ukraine. Alors, cette situation, est-ce que si les choses évoluent dans le sens belliqueux, est-ce que ces livraisons d'armes offensives capables d'atteindre le sol russe et celles qui sont qui circulent dans les marchés noirs, est-ce que le risque de voir le conflit s'élargir à d'autres pays européens et provoquer une déflagration continentale est réel, à votre avis? C'est le scénario catastrophe dont rêvent certains charlatans. C'est clair. Ceux qui veulent mettre le feu aux poudres font tout pour allumer la mèche et provoquer une conflagration planétaire. On a vu avec l'histoire des deux missiles euh, tombés sur le sol polonais, on a vu les différentes versions avant de disparaître complètement des radars médiatiques. On avait Mhm. accusé la Russie d'avoir ciblé la Pologne, les Polonais sont montés au créneau, Zelensky est venu en renfort, le président polonais qui fait marche arrière et qui émet des doutes sur l'origine des deux missiles, etc. Bref, il y a justement des apprentis sorciers qui tentent d'allumer la mèche de la Troisième Guerre mondiale. La livraison d'armes peut échapper au contrôle justement de ceux qui sont en train de pousser les pays à livrer des armes à l'Ukraine. On a trouvé des armes destinées à l'Ukraine sur le marché noir dans la région du Sahel. Donc ça Mhm. alimente de nouveaux théâtres conflictuels, de nouvelles zones chrysogènes. Donc, et Dieu sait la distance entre l'Ukraine et le Sahel. Les armes ukrainiennes, on les retrouve un peu partout parce qu'elles font le bonheur des marchands d'armes sur le marché noir. Ça, Mhm. c'est un point à relever. Le Mhm. deuxième, c'est heureusement qu'il y a un minimum de raison chez pratiquement tous les États impliqués directement ou indirectement dans cette affaire pour qu'il y ait un seuil qui empêche quiconque de jouer avec le feu. Mhm. Et cette raison prévaut actuellement et je pense qu'elle va prévaloir, même s'il y a des tentatives ça et là de provoquer un chaos qui finirait par un conflit planétaire. Et donc, à Dieu ne plaise, c'est ce scénario, nous l'espérons tous, sera écarté, mais est-ce que vous pensez que l'utilisation d'armes nucléaires pourrait
pourrait advenir si jamais les choses se compliquent et dans ce cas-là, je rajouterai une autre question. Comment voyez-vous la situation générale en Ukraine? Est-ce que vous pensez que le conflit va se résorber prochainement ou c'est un conflit qui va s'enliser encore dans le temps? Alors, pour le premier volet de votre question, n'en déplaise à Dieu, euh, on ne va pas quand même arriver à une conflagration nucléaire parce qu'elle serait suicidaire pour toute l'humanité, déjà. Heureusement qu'il y a un minimum de rationalité chez les différents centres de décision dans tous les pays concernés par la question ukrainienne qui empêche justement d'aller vers le pire. Même si le pire est envisagé, mais il y a un minimum de rationalité. La stratégie du fou marche, mais elle a ses limites objectives. Ses Mhm. limites, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Même, on a parlé d'une bombe sale que la Russie allait larguer sur telle ou telle ville, sur telle ou telle centrale. Cela est une pure fabrication des laboratoires, des spin doctors pour ameuter l'opinion publique et noircir justement l'image de la Russie et de provoquer un rejet de tout ce qui est russe, une véritable russophobie à travers le monde pour accuser les Russes d'être les fous dans cette partie. Donc, par rapport maintenant au dernier volet, euh, il faut qu'il y ait un minimum de sagesse et si, par exemple, le président ukrainien se déconnecte des apprentis sorciers qui lui écrivent ses discours, vous allez voir dans combien de temps les choses rentreront dans l'ordre. Mais la Russie a toujours dit qu'il est soumis justement aux injonctions des Occidentaux, notamment les Anglais, les Américains surtout, et les Français. On se rappelle tous de ces premières prises de position, de ces premières déclarations lors des premiers jours, des premières semaines Mhm. en février 2022. Jusqu'au mois de mars 2022, Zelensky était pour une négociation directe avec Poutine. Zelensky, excusez-moi, prévoyait de rencontrer le président russe, envisageait des sacrifices en termes de territoire, et du jour au lendemain, il a été fabriqué comme une sorte d'icône, une sorte d'image de combattant suprême, de résistant, de grand résistant devant l'Éternel face au ordre russe pour défendre la civilisation occidentale. Il est dans un rôle, si les scénaristes savent justement décrire le scénario, je pense que tout de suite après, les choses entreront dans l'ordre. Qui sera consacré à la tournée que le chef de la diplomatie russe, M. Sergei Lavrov, a entamée en Afrique, en commençant par l'Afrique du Sud. Hier, aujourd'hui, il est en Eswatini il prévoit aussi d'aller au Botswana, je crois aussi en Angola. Mais il y a aussi un long voyage qui n'est pas encore confirmé officiellement pour l'Afrique du Nord au mois de février, au mois de mars. Alors, lors de son passage en Afrique du Sud, donc il a évoqué le développement du commerce, de l'investissement avec son homologue sud-africaine et il a en même temps euh, fustigé le fait que les Occidentaux, notamment les Américains, font pression sur les pays africains pour qu'ils ne coopèrent pas avec l'Afrique. Euh, et donc, ma première question,
À votre avis, quels sont les enjeux géostratégiques et économiques de cette visite et quelle est sa symbolique, surtout étant donné que l'Afrique du Sud est la première puissance économique d'Afrique et membre des BRICS? Pour la visite de Sergei Lavrov en Afrique, et dont il a commencé par l'Afrique du Sud, bon, le message est clair déjà. C'est le raffermissement des relations entre les membres des BRICS, ça c'est important, d'autant plus que l'Afrique du Sud présidera cette année le groupe. Euh, L'Afrique également a fait preuve d'une grande maturité diplomatique lors des votes à l'Assemblée générale de l'ONU pour sanctionner la Russie. Donc les Africains ne se sont pas joints pieds et mains liés au reste de l'Occident. Euh, de très très nombreux pays africains se sont abstenus, d'autres ont voté contre carrément. On voit que les élites africaines commencent à comprendre que l'alignement historique sur les anciennes puissances coloniales ne porte plus ses fruits et qu'il faudrait penser à cette euh, émancipation stratégique et diplomatique par rapport à un tutorat historique que les anciennes puissances pensaient et espéraient être éternel. Mhm, Maintenant, Lavrov commence par l'Afrique du Sud, il aura une visite en Afrique australe, et puis dans quelques semaines en Afrique du Nord, c'est-à-dire que la Russie est en train de réaffirmer l'importance de l'Afrique dans son déploiement stratégique mondial. Il y a eu le sommet Russie-Afrique en 2019, il y aura un sommet Russie-Afrique dans les mois prochains. La donne a changé. La Russie s'est émancipée par rapport à des relations biaisées avec l'Occident. Le discours stratégique russe met l'accent sur l'indépendance décisionnelle, ce qui est très important, met l'accent également sur les racines même civilisationnelles de plusieurs pays. On parle de pays-civilisation, mhm. qui est très lourd comme concept philosophique et historique. Les Africains sont très sensibles justement à cette nouvelle rhétorique qui leur permet de s'affirmer davantage sur la scène internationale. D'accord. Est-ce que vous pensez que justement la présence russe euh, actuellement en Afrique, avec celle des Chinois et peut-être probablement l'Inde et l'Iran dans le futur, est-ce que vous la voyez comme un facteur d'aide au développement et une plus-value pour la stabilité, ou comme disent certains Occidentaux, en particulier les Américains ou dernièrement l'ex-président français, et il accuse la Russie de coloniser, de vouloir coloniser l'Afrique. Ah, écoutez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Euh, qui a colonisé qui? Est-ce que ce sont les Russes qui ont colonisé les Maliens, les Ivoiriens, les Tchadiens, ou c'est la France? Donc, il ne faut pas quand même prendre les Africains pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, la présence des Russes et d'autres partenaires, Mhm, qu'ils soient chinois, indiens, brésiliens, turcs, iraniens, japonais, tous les partenaires sont les bienvenus. On le voit dans les différentes stratégies étatiques, économiques, politiques, diplomatiques. On voit que les pays africains sont en train de sortir des tête-à-tête cloisonnés avec les tenants de la France-Afrique. Ce n'est pas une fatalité de rester dialoguer uniquement avec l'ancienne puissance coloniale, alors qu'on peut actuellement élargir le spectre et diversifier les partenaires. Cette diversification signifie indépendance décisionnelle, signifie également
avoir un éventail très large de choix et de ne pas s'enfermer dans des prises de décision à somme nulle. Soit je gagne, soit je perds. Et généralement, le gagnant, ce n'est pas le pays africain, mais justement, c'est l'ancienne puissance coloniale ou c'est la grosse multinationale qui a tendance à remplacer les anciennes structures étatiques coloniales. D'accord. Alors, la deuxième question, et en particulier dans le sillage de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, beaucoup de choses ont changé dans le monde et nous voyons de plus en plus la mainmise occidentale sur les économies africaines comme en train de vaciller ou disons, en train de vivre ces derniers jours, en tout cas dans son aspect de domination et l'engouement de plus en plus des pays africains est affirmé pour collaborer avec les BRICS et a commencé à échanger avec d'autres monnaies, comme le yuan, comme le rouble ou d'autres, au lieu du dollar et de l'euro. Euh, Comme vient de rappeler le président brésilien Lula, sont-ils, à votre avis, un affranchissement de l'Afrique du monde de la domination financière américaine et la mort du dollar comme seule monnaie de réserve mondiale? Oh, il est un peu trop tôt pour décréter la mort du dollar ou Non, dans son aspect de l'entrée. domination et de seule unique monnaie de réserve, pas la mort du dollar totalement, bien sûr. En tant que le dollar, en tant que monnaie dominante Voilà. d'échanges commerciaux internationaux, il est encore trop tôt de décréter et de faire sortir son extrait de son acte de décès. Cependant, il y a une tendance lourde mondiale vers la sortie justement de cette domination du dollar en utilisant les devises des pays émergents, le rouble, le yuan, la roupie. On est en train de sortir justement, certains pays commencent à envisager très sérieusement une sortie du système de paiement en dollars ou en euros pour autonomiser leur prise de décision et pour avoir une plus grande marge de manœuvre par rapport à leurs relations diplomatico-stratégiques avec certains pays. L'Iran a tendance maintenant à vouloir échanger avec la Russie en rouble. C'est ce qui se fait déjà entre l'Inde et la Russie, entre la Chine et la Russie. Il y a cette tendance lourde pour amener les différents pays à s'extraire de cette domination du dollar et de l'euro dans les échanges commerciaux internationaux. C'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet de démocratiser davantage les rapports économiques internationaux et d'aller vraisemblablement vers un nouvel ordre économique international tel qu'il a été plaidé par l'Algérie déjà en 1974. Et dans ce cas, Monsieur Kateb, est-ce que vous pensez que, euh, prenons l'exemple sur la Russie, après le début de l'opération spéciale et les sanctions qui sont suivies, la Russie a pris la décision de ne vendre ses hydrocarbures et ses matières premières qu'en rouble et le rouble adossé à l'or. Et ce sont l'effet boomerang de ces sanctions par la contre-mesure russe et qui a provoqué une crise énergétique, de l'alimentation, en tout cas, qui a mis l'Europe dans l'embarras. Alors, ma question, est-ce que l'Afrique, qui est très riche en matières premières, dans un cadre, par exemple, de collaboration avec les grandes puissances comme la Russie, la Chine, l'Inde, est-ce qu'elle ne pourrait pas justement aller dans ce sens
avoir des monnaies souveraines adossées à leurs matières premières ou adossées à l'or, et pouvoir avoir une monnaie souveraine et qui leur permette un développement. Et notamment pour ceux qui sont membres de la zone CFA et qui souffrent depuis leurs indépendances. Pour arriver justement à une souveraineté monétaire des pays africains, il faut que l'indépendance décisionnelle soit acquise. Ce n'est pas le cas pour de nombreux pays, hélas. Il y a des élites qui commencent à voir plus clair, à être plus lucides, des élites qui ont décolonisé leur esprit et qui regardent l'avenir avec sérénité parce qu'ils sont complètement décomplexés par rapport au passé colonial. Pour la zone CFA, justement, c'est un outil de domination extrême qu'utilise la France par rapport à ses anciennes colonies en Afrique, c'est de les maintenir dans une position d'assujetti par rapport aux prises de décision de la Banque centrale en France. Mhm. C'est elle qui régit le franc CFA. Et si ces pays riches en uranium, en pétrole, riches en matières premières, riches en terres rares, décident de s'émanciper, il faut qu'il y ait une série de mesures qui permettront à ces pays de franchir ces pas sans qu'il y ait pour autant machine arrière, sans qu'il y ait de contre-révolution. C'est-à-dire, On a vu durant les années 80 la tentative de Sankara et tout le monde sait comment Thomas Sankara a fini. Donc, assassiné par la France-Afrique, donc qui s'est débarrassé d'un leader africain tiers-mondiste qui croyait fermement à l'indépendance politique, économique de son pays, le Burkina Faso, par rapport à l'ombre tutélaire de la France. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de nombreux Sankara. L'Afrique a besoin de nombreux Nkrumah. L'Afrique a besoin de nombreux Boumediene, de nombreux Patrice Lumumba. Ce sont ces élites qui croient au projet des pères fondateurs de l'unité africaine, des pères fondateurs de l'idée de l'émancipation de l'Afrique, qui peuvent éventuellement agir en concertation dans un avenir proche parce qu'il y a un changement de paradigme au niveau international, parce que l'opération spéciale russe en Ukraine a bouleversé les stratégies établies et pensées éternelles par ceux qui les ont mises en place. Donc, il y a ces bouleversements, ces changements. Les élites africaines commencent à prendre conscience et c'est uniquement en pensant d'une manière unitaire, en pensant que les Africains ne pourront résoudre leurs problèmes qu'à partir de leurs propres ressources, en s'adossant à des puissances amies et en fédérant leurs efforts, sans ce processus intellectuel, politique, philosophique, avec des moyens sur le terrain, militaires, économiques, financiers et culturels, sans tout cela, je ne pense pas que les Africains puissent s'émanciper. Il faut revenir aux fondamentaux. L'environnement international est favorable justement à cet mhm. aggiornamento stratégique. Dans l'esprit africain, les Occidentaux doivent comprendre qu'ils ne sont plus seuls au monde, qu'ils ne sont plus seuls à décider du sort de l'humanité. Bertrand Badi l'a écrit, d'ailleurs c'est le titre d'un de ses ouvrages. Les Occidentaux ne sont plus seuls. Maintenant, c'est une sorte de levée en masse des peuples anciennement opprimés
dont l'histoire, la civilisation a été rapetissée par le colonialisme européen, par l'impérialisme du capitalisme mondial ensuite, tous ces peuples-là montent au créneau et c'est justement en fédérant tous les efforts, les BRICS peuvent constituer une alternative très sérieuse, une alternative très crédible qui permettra justement aux pays africains, aux peuples africains euh, d'arriver à bon port et de réaliser l'idéal de la doctrine de Massinissa, l'Afrique aux Africains. Et juste avant de passer à la dernière question, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent, qui se disent donc experts de la chose africaine et qui pointent le danger que la Chine et la Russie et plus tard peut-être l'Inde feront le même jeu des anciennes euh, puissance occidentale, c'est-à-dire ils vont endetter les pays africains et puis par la suite, pour récupérer ce qu'ils ont donné, ils vont piller ces pays. Ah, écoutez, les Européens ont essayé pendant des siècles. Je ne vois pas pourquoi on empêche les Russes, les Indiens ou les Chinois d'essayer pendant quelques années. On a vu quand même les natures de partenariat sino-africains, indo-africains, russo-africains. On voit qu'il y a quand même des logiques de gagnant-gagnant. On voit qu'on n'est plus dans une sorte d'impérialisme intellectuel, politique, économique, etc. On est dans des échanges qui restent inégaux, c'est normal parce qu'il y a des divergences, il y a des différences euh, de développement dans les échanges économiques, etc. Mais euh, en favorisant justement le commerce, en favorisant l'implantation de sociétés, de firmes de différents pays, on permet de créer une concurrence et cette concurrence ne peut être que salutaire pour les sociétés africaines, pour les pays africains et enfin pour les peuples africains. C'est du gagnant-gagnant. Les Européens ont tenté pendant des siècles d'asservir les peuples africains. Je ne vois pas pourquoi les tenants de la pensée unique européenne puissent avoir le culot de reprocher aux Chinois, aux Indiens ou aux Russes, ou même aux Iraniens, aux Turcs ou aux Brésiliens, de vouloir s'implanter en Afrique. L'Afrique n'est pas une chasse gardée de l'Europe ou des anciennes puissances coloniales européennes. L'Afrique est un continent ouvert. L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité parce qu'il y a les richesses de l'humanité sur ce continent et une bonne moitié de l'humanité d'ici quelques décennies sera africaine. D'accord. Je vous remercie et nous passons à la dernière question et elle concerne les exercices navals que la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud vont faire au large des côtes sud-africaines. Alors, il y a déjà les Occidentaux, notamment les Américains, qui pointent, entre guillemets, le danger de cette coopération militaire entre les trois pays. Réponse de Sergei Lavrov qui se demande pourquoi, normalement, en disant que voilà, chaque pays ou un groupe de pays a le droit, dans le cadre des lois internationales, de mener ce genre de manœuvre ou d'exercice, même déclaration de son homologue sud-africaine. Alors, ma question, comment voyez-vous ces exercices entre ces trois pays, qui sont, je rappelle, membres des BRICS? Sont-ils annonciateurs d'une alliance militaire émergente au sein de cette organisation? Et les Occidentaux, à votre avis, avec les États-Unis en tête, sont-ils en train de perdre la domination et définitivement la domination sur les mers, notamment dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine? C'est justement cette convergence de vues au point de vue stratégique et militaire entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud qui dérange de nombreux pays et au premier lieu les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis
sont une puissance navale, tout comme l'était la Grande-Bretagne avant eux. Pour les États-Unis, l'émergence d'une ou de plusieurs pays qui peuvent la concurrencer sur les mers est perçue comme un danger existentiel. Les États-Unis se perçoivent comme une île protégée par une série d'alliances. L'OTAN en est une, mais on n'oublie pas les alliances américaines en en Afrique. Indo-Pacifique, Mhm. en Amérique latine, et ce qui fut jadis le pacte de Bagdad, donc ceinturer euh, tout, tout le flanc sud de l'Asie avec l'OTAS et le pacte de Bagdad, donc ceinturer le sud de ce qui était l'Union soviétique à l'époque et la Chine, ce qui est aujourd'hui la Russie et la Chine. Maintenant, euh, ce déploiement naval des Russes, des Chinois et des Sud-Africains et les manœuvres communes en océan Indien peut être compris comme une menace, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que la Chine est dans son droit, et même la Russie, de penser que les manœuvres militaires entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud constitueraient une menace existentielle pour la Chine ou la Russie? C'est une question légitime. On renvoie la même Absolument. question. On Absolument. renvoie la même question. Donc, c'est une question de vision impérialiste, de détention du monopole de la force, de la superpuissance, de l'hyperpuissance. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'avec l'opération spéciale russe en Ukraine, on est passé vers une nouvelle phase. On a changé de paradigme au niveau des relations internationales et on est en train de voir euh, se créer sous nos yeux un monde nouveau qui n'existait pas auparavant et qui sera globalement les balbutiements du monde de demain. Maintenant, je ne vois pas pourquoi certains pays s'en émeuvent de ces manœuvres militaires, sont toutes ordinaires, mais elles sont justement très intéressantes parce qu'elles annoncent une convergence de vues entre trois pays membres des BRICS et avec le Brésil de Lula, peut-être, et c'est là le cœur du problème, s'il y aura des manœuvres russo-brésilienne ou russo-sino-brésilienne ou sud-africaine brésilienne, etc., en Atlantique, c'est-à-dire en Amérique latine. Et c'est ça le nœud gordien, parce que pour les Américains, euh, cela équivaudrait à un remake de la crise des missiles de Cuba en 1962, qui menacerait justement la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. D'accord. Ben, et à votre avis, pour une dernière question, que doivent faire les Africains pour ne pas rater justement la chance que leur offre la situation et le contexte géostratégique actuel? Déjà, avoir conscience de ce monde qui change, avoir conscience de leurs forces et avoir conscience que l'union fait la force, de réfléchir ensemble, de militer ensemble pour avoir au moins deux sièges de membres permanents au sein du Conseil de sécurité, donc aller de l'avant dans la réforme des Nations Unies pour que les Nations Unies ne soient plus une caisse à résonance des desiderata de l'Occident, de diversifier les partenaires à l'international et puis d'acquérir et de renforcer l'indépendance décisionnelle. Seule une indépendance décisionnelle sera salutaire au pays et au peuple africain. Bon, je vous remercie, Monsieur Kateb, pour cet entretien très riche en informations et j'espère vous retrouver dans une autre occasion pour un autre sujet. Merci beaucoup. Merci à vous.